Bonjour à tous et bonne année. Dans ce nouvel épisode, on va étudier un comportement particulier des métaux que tout le monde a expérimenté au moins une fois dans sa vie, que l'humanité exploite depuis des millénaires, mais dont l'origine n'a été comprise qu'en 1934. Que ce soit emballer un sandwich dans du papier aluminium, se faire bugner la portière de sa voiture ou se rendre compte en mangeant que l'on a des couverts en inox bas de gamme, vous pourrez constater à chaque fois le même phénomène, les métaux, ça se tord. C'est-à-dire, pour développer, qu'ils se déforment beaucoup, sans rompre immédiatement, et ce de manière irréversible, contrairement à un élastique qui, lui, retrouve sa dimension initiale après avoir été déformé. Avec des expériences plus ou moins communes comme celle-là, cette capacité qu'ont les métaux à se déformer et à le rester nous paraît évidente. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'était possible? Et pourquoi uniquement avec les métaux? Si on n'observe pas la même chose avec les matières plastiques, le verre ou le bois, c'est qu'il y a bien une raison. Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Avant de s'attaquer à ce problème, résumons ce que l'on sait déjà sur le comportement mécanique des métaux. Ils ont, comme les autres matériaux, un comportement initialement élastique lorsqu'on les étire. Cette élasticité, décrite par la loi de Hooke, trouve son origine dans les liaisons atomiques qui, pour de petites déformations, se comportent comme des ressorts. Mais lorsqu'on effectue un essai de traction sur un métal, on s'aperçoit qu'à force de l'étirer, à une contrainte très inférieure à la contrainte théorique qu'il faudrait pour casser les liaisons atomiques, et donc le matériau, son comportement change. Il se déforme beaucoup et de manière irréversible. C'est le comportement plastique, ou plasticité, dont on a déjà parlé. La largeur du domaine plastique, représentée par l'allongement à rupture, définit ce que l'on appelle la ductilité du métal. On a donc un double problème. D'une part, les métaux comme les autres matériaux sont moins résistants qu'ils ne le devraient. Et d'autre part, ils présentent sans logique apparente une déformation plastique en total désaccord avec la loi de Hooke, ce qui sous-entend que ce comportement a une origine autre que les liaisons atomiques. Si ce ne sont pas les liaisons qui s'étirent, le seul moyen d'avoir un déplacement de matière important, ce serait que les atomes se déplacent, qu'ils s'écoulent dans le matériau, comme les grains d'un tas de sable que l'on étalerait. Mais en faisant ça, est-ce qu'on ne casserait pas les liaisons et donc le matériau? En effet, si on prend deux plans atomiques très simples, pour les faire glisser l'un sur l'autre, il faudrait casser chaque liaison entre eux, pousser le plan supérieur, puis reformer les nouvelles liaisons, sans quoi ce ne serait qu'une simple rupture. Et c'est là qu'on a un problème, car les liaisons ne se reforment pas spontanément, sinon casser des objets ne serait pas problématique. Alors quoi? On s'est trompé une fois de plus? En fait non, l'intuition est la bonne, mais on a juste oublié un détail important. On étudie le cas des métaux, dont la caractéristique principale, ce qui les définit, ce sont leurs liaisons métalliques. Pour rappel, dans un métal, les électrons de valence sont mis en commun entre tous les atomes du réseau. On peut voir un métal comme un réseau de cations qui baigne dans une mer d'électrons de valence. C'est une sorte de communisme électronique. Ainsi, contrairement aux liaisons ioniques à covalentes des matériaux minéraux, comme les électrons sont partagés, la liaison est délocalisée. Si des atomes bougent, ce n'est pas grave, leurs électrons sont toujours partagés dans cette mer. Dans ces conditions, faire glisser un plan d'atomes sans rupture est théoriquement possible, si on lui apporte une contrainte suffisante. Cette contrainte serait alors la résistance du matériau au cisaillement. Le cisaillement se définit comme l'attraction, à ceci près que la force s'applique parallèlement à la surface sollicitée. Alors cette fois, je vous passe le détail du calcul de l'énergie de liaison, puisqu'on en arrive à la même conclusion qu'avec la résistance en traction. La contrainte théorique à appliquer pour déplacer le plan est de l'ordre du sixième du module de cisaillement, ou module de Coulomb dont on reparlera. Le point à retenir, c'est que ça implique des résistances théoriques en cisaillement de l'ordre de quelques gigapascales à une vingtaine de gigapascales, là où les valeurs expérimentales vont de 0,5 à 10 mégapascales. Encore une fois, ce n'est pas l'énergie de liaison qui permet de trouver une vraie valeur de résistance. Il faut chercher ailleurs pourquoi des plans atomiques entiers se déplacent sous contrainte. À moins que ce ne soit pas le plan entier qui se déplace d'un coup.
et si ça se faisait petit à petit? On peut assimiler le plan atomique que l'on souhaite faire glisser à un tapis très lourd. La contrainte qu'on vient de calculer est équivalente à la force qu'il faudrait pour pousser le tapis en une fois sur une petite distance. Pour ceux qui ont déjà essayé, ce n'est pas le plus simple. En effet, si au lieu de tenter de pousser le tapis d'un seul tenant, on fait une légère bosse et qu'on propage cette bosse, on a au final le même déplacement, mais en fournissant moins d'efforts. Dans les métaux, ces bosses dans les tapis que sont les plans atomiques existent. Ce sont des défauts qu'on a déjà évoqués, les dislocations. Alors pour la petite histoire, les dislocations sont indirectement théorisées par le physicien italien Vito Volterra entre 1905 et 1907 via ses travaux sur le comportement mécanique des matériaux. Bien qu'il n'évoque que vaguement cette notion de dislocation, ces travaux permettront en 1934 à 3 physiciens, Egon Rowan, Michael Polanyi et Geoffrey Taylor, de comprendre quasi simultanément et indépendamment que ce sont les dislocations qui expliquent la plasticité des métaux. Elles seront même observées dès les années 50 au microscope électronique, confirmant ainsi qu'elles existent et qu'elles sont bien à l'origine de la plasticité des métaux. En se déplaçant de proche en proche, ces défauts d'alignement atomique permettent en finalité au plan entier de se déplacer de façon irréversible sur une distance atomique. Alors cette valeur paraît bien faible au regard des déformations plastiques des métaux qui dépassent allègrement les 10% à rupture. Mais les dislocations sont présentes en quantité astronomique dans chaque grain de métal, si bien que toutes ces petites déformations élémentaires se cumulent. Par exemple, un petit cube de cuivre de 1 cm de côté, convenablement traité pour être adouci, contiendra seulement 10 km de dislocation. Un même morceau de cuivre après un forgeage drastique cumulera pas moins d'1 million de kilomètres de dislocation, soit une valeur du même ordre que le diamètre du Soleil. C'est ce que l'on nomme la densité de dislocation, et c'est simplement la longueur cumulée de toutes les dislocations ramenée à un volume de matière. Alors je suis bien conscient que tout ça peut paraître assez abstrait, du coup je vous propose de tout reprendre avec une simulation d'un monocristal faite en 1952 avec des bulles. Voici le dit monocristal. Alors à la différence de ce que l'on avait tout à l'heure, ce n'est pas un réseau cubique simple, les métaux ayant comme ces bulles un arrangement compact. Lorsqu'on commence à déformer le métal, en dessous d'une certaine valeur, seules les liaisons atomiques se déforment. C'est le comportement élastique. Une contrainte de traction est générée dans le matériau, ici horizontalement, et à cause des liaisons, elle génère des contraintes de cisaillement de plus en plus intenses jusqu'à 45 degrés par rapport à l'axe de traction, où elle atteint son maximum. Lorsque la déformation devient vraiment importante, la contrainte de cisaillement est telle que les dislocations déjà présentes se propagent subitement d'un bout à l'autre du cristal, le déformant de manière irréversible. On entre en plasticité. La contrainte de traction qui permet la mise en mouvement des dislocations et qui fait donc frontière entre les domaines élastiques et plastiques, c'est la limite élastique du métal. Ainsi, c'est grâce à ces défauts qui se propagent à faible contrainte que l'on peut emballer son sandwich. Bon, on a vu pourquoi les métaux se déforment plastiquement, mais on ne sait toujours pas pourquoi ça se fait à des contraintes aussi faibles. Sur ce point, les physiciens Rudolf Peirce et Frank Nabarro, aux côtés de Rowan, établiront une nouvelle loi pour déterminer la contrainte nécessaire pour déplacer une seule dislocation. Elle se base sur la probabilité qu'à l'atome de la dislocation, naturellement en situation de métastabilité et sollicité énergétiquement par la température et la contrainte appliquée, a changé de position et ainsi a déplacé la dislocation. Les valeurs se trouvent être bien plus proches de ce que l'on observe réellement qu'avec le cas précédent. Alors, quel intérêt de savoir tout ça, me direz-vous? Eh bien, outre l'application par Rowan de ce modèle aux failles sismiques, connaître les mécanismes qui se cachent derrière la plastification, c'est se permettre de contrôler la tenue mécanique du matériau à loisir. Car, rappelons-le, la limite élastique est souvent le critère de choix de matériaux pour des constructions mécaniques, comme le châssis de votre voiture, qui ne doit pas se tordre lorsque vous montez dedans avec vos courses, mais doit se déformer convenablement en cas de collision pour absorber l'énergie du choc à votre place. Pour jouer avec la limite élastique, il faut jouer avec la propagation des dislocations. Plus on les bloque,
plus la limite élastique augmente. Mais en contrepartie, la ductilité diminue puisque la déformation est bloquée. Savoir tout cela a permis le développement et surtout l'amélioration maîtrisée de méthodes de renforcement des métaux via des traitements thermiques et mécaniques dont vous connaissez certains noms, comme le forgeage ou la trempe de l'acier. Alors, comment bloque-t-on les dislocations dans un métal? Eh bien, on verra ça une autre fois, certainement après avoir étudié le cas des matériaux minéraux. L'essentiel à retenir de cet épisode, c'est que si on peut emballer un sandwich, estamper une casserole ou tordre un fil de fer, c'est grâce à plein de petits défauts d'arrangement d'atomes qui se mettent en mouvement. Comme quoi, l'imperfection a parfois du bon. C'est donc tout pour cet épisode. En espérant que vous comprenez mieux le comportement des matériaux et le rôle majeur des défauts dans leurs propriétés, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la prochaine.